Une fois que la cliente a fini avec le médecin, c'est ici où elle arrive. Il y a l'accueil, l'infirmière qui est là, qui va juste vérifier quelques formalités administratives. Et après ici, nous avons notre vestiaire. La cliente va entrer ici où elle va se changer. Il y a du savon. Il suffit juste de mettre là, il y a le savon qui va couler. Ici, c'est l'unité technique. Nous avons le gynécologue, le docteur Moulé, qui est là, qui pourrait expliquer tout ce qui se passe. C'est la salle technique de notre centre d'assistance médicale à la procréation. Moi, je suis gynécologue obstétricien. Nous sommes avec l'anesthésiste Sandrine et l'infirmière Marthe. Les patientes, après toute la démarche qui a commencé dans l'unité clinique, c'est-à-dire on a déjà identifié la cause de la stérilité et en fonction de la cause, on a déjà ciblé la technique qu'il faudra mettre en place pour en fait aboutir à la résolution de son problème. Pendant un temps, on lui a soumis sous des médicaments, un traitement hormonal, afin qu'elle puisse arriver à une ovulation. Et pour ce qui est du cas, l'ovulation doit être multiple, donc on puisse avoir la possibilité de produire 3, 4 ou 5 ovules pendant le cycle. C'est un traitement hormonal, le médicament est déjà sur place. Et une fois qu'on est au stade où on estime qu'elle pourra faire l'ovulation, c'est-à-dire que nous avons, pour des termes techniques, des ovocytes d'au moins 17 mm, si on en a 3 ou 4, on va lui donner un autre médicament pour qu'il fasse l'ovulation, c'est-à-dire pour qu'il libère les ovules. Et une fois qu'elle a reçu les traitements, on lui donne le rendez-vous. À la 36e heure, nous nous attendons à ce qu'il y ait une ovulation. On va l'amener ici pour la ponction ovocytaire. C'est ce que nous allons réaliser en fait ici. La salle est stérile, vous êtes les dernières personnes à entrer parce qu'après, on doit stériliser. La patiente qui entre, elle doit changer les habits, elle est déjà bien préparée. Et l'infirmière Marthe va l'installer pour qu'elle bénéficie en fait de l'anesthésie. Elle va vous en parler un peu plus davantage, qui va nous permettre de réaliser notre ponction ovocytaire à l'aide du matériel que nous avons. C'est un appareil d'échographie qui est équipé du matériel nécessaire pour que nous réalisons notre ponction ovocytaire. Nous avions notre plateau technique bien prêt pour accueillir le patient qui a été déjà vu par le gynécologue. Toutes les techniques ont été prévenues. Arrivé chez nous, nous avions notre temps de faire la consultation pré-anesthésie. Quand même qu'on a pris notre patiente en charge, nous connaissons, moi et le patient, la patiente desquelles anesthésie nous allons procéder. Dorénavant, nous aimions bien faire l'anesthésie générale, mais une petite anesthésie qui ne prendra pas longtemps. Du coup, nous parlerons de la narcose. Nous faisons notre narcose. La patiente, après l'acte ici, il va regagner sa domicile ou bien il va regagner sa chambre. Nous avions nos chambres et appartements pour prévenir la prise en charge de notre patient durant les temps de l'observation à la clinique. Nous allons pouvoir réaliser notre ponction ovocytaire à travers l'échographie anovaginale. La sonde par la voie anovaginale qui est déjà bien préparée. Et sur la sonde endovaginale, on va monter un dispositif, on ne va pas les destériliser parce que vous êtes là. Nous allons monter les dispositifs qui nous permettent en fait de réaliser notre ponction. Le dispositif est là. Et grâce à la sonde, la patiente est allongée. Nous allons faire une échographie par la voie endovaginale. Voilà. Alors, une fois que nous sommes par la voie vaginale, nous allons bien sûr identifier l'utérus et de part et d'autre, nous allons voir des ovaires avec chaque ovaire le nombre de follicules en fait. Ici, si l'ovulation a déjà eu lieu, on verra bien en fait le corps. Et de là, nous allons
notre dispositif de ponction est connecté. On a déjà identifié la patiente avec une correspondance et il est connecté à notre dispositif de ponction. Et en ponctionnant, nous allons recueillir l'ovocyte lymphocystique. Le liquide folliculaire et l'ovocyte. Le liquide folliculaire qui contient en fait l'ovocyte. Et une fois que la ponction est réalisée, on va peut-être ponctionner 3, 4 ou 5 follicules. Et une fois que c'est réalisé, nous allons passer à l'infirmière pour qu'il passe à l'unité suivante, qui est en fait l'unité biologique. Après avoir recueilli les liquides folliculaires que le médecin a prélevés, nous amenons ça ici. Ça, c'est le microscope ordinaire avec orthèse. Ici, je fais la préparation des ovocytes. Après avoir fait la préparation des ovocytes, on recueille seulement les ovocytes matures. Les immatures, on ne les prend pas. On prend seulement les ovocytes matures et puis, après avoir recueilli les ovocytes matures, je remets de l'autre côté. Ici, nous faisons l'ICSI, qui est vraiment la haute biologie. Vous voyez devant vous, nous avons un microscope inversé de la marque Nikon, le système intégral 3. Alors ici, après avoir recueilli l'échantillon, je vais le mettre dans la boîte de pétri qui est là. Après, je vais mettre au microscope. Une fois j'ai mis là, j'ai deux injecteurs. Mes deux injecteurs sont là. L'injecteur de gauche, c'est pour immobiliser l'ovocyte. Et l'injecteur qui est à droite, c'est pour immobiliser les spermatozoïdes. Une fois j'immobilise les spermatozoïdes, à côté il y a un aspirateur, je l'aspire. De même aussi avec l'ovocyte, une fois ici il est immobilisé, je vais l'aspirer et après avoir maintenant, on va maintenant faire les transferts. Une fois fini avec les transferts, nous allons maintenant prendre notre échantillon, nous allons maintenant les conserver à 37 degrés à l'incubateur. Après 24 heures, nous allons suivre maintenant l'évolution de notre embryon jusqu'au jour où on verra que l'embryon est quand même mature. On va maintenant renvoyer là-bas pour les transferts. Pour conserver les embryons, on doit avoir l'autorisation du couple. Et les embryons peuvent rester en cryopréservation pendant une dizaine d'années. Ça signifie que si, par exemple, le premier essai ne réussit pas, la femme pourra revenir quelques mois plus tard, sans passer par tout ce que vous avez entendu. On va simplement lui demander de nous donner sa carte avec le nom, avec le numéro des embryons, pour ne pas confondre, parce qu'il n'y aura pas que ces embryons, il y aura les embryons de beaucoup de gens. Et une fois que les embryons sont là, on va les décongeler, parce qu'ils étaient congelés, on va les décongeler, on les met, pour transférer les embryons, c'est dans un cathéter adapté, on les prend dedans, et nous passons, eux ils nous passent les cathéters. Comme vous a expliqué tout à l'heure le docteur, c'est des compartiments, chacun fait son travail. Le travail des gynécologues, c'est de pouvoir retirer les ovocytes via la ponction folliculaire, et les passer par ici. Et une fois que les ovocytes ont été détectés de l'autre côté, parce qu'il peut arriver qu'une ponction soit blanche. Donc c'est un kyste, le follicule est vide. Donc eux, ils ont l'obligation de dire aux gynécologues que pour cette ponction-là, nous n'avons eu que 1 ou 2. Dans les autres tubes, il n'y a pas d'ovocytes. Et c'est important parce que nous devons l'annoncer à la femme qui est encore là et à son mari que cette fois-ci, malheureusement, eh bien, il n'y a pas eu d'ovocytes. Les follicules qu'on a vus là-bas n'ont pas produit. D'accord? Tout à l'heure, lui vous a dit qu'il va prendre les ovocytes et les spermatozoïdes. Mais il ne vous a pas dit d'où viennent les spermatozoïdes. Parce que pendant la ponction, là-bas, pendant la ponction, l'homme, le mari, parce qu'ici aussi il faut dire quelque chose, nous ne pourrons pas prendre des gens si nous ne sommes pas sûrs qu'ils sont mari et femme. Même si c'est quelqu'un qui m'a appelé à Katovanda, mais ça doit être confirmé. Il ne faut pas, par exemple, qu'une femme nous amène un autre homme ici sans qu'on le sache. Et ça s'est fait avant l'intégration dans le parcours. Les ponctions sont faites, les follicules sont déjà ici. Entre-temps, le mari est derrière dans une salle de masturbation, qui est derrière et en dehors du centre. Il y a une salle qui est réservée pour les masturbations. Et je crois que c'est ce que vous allez voir tout à l'heure.
Et le mari donne le sperme est analysé à fond, parce qu'on ne pourra avoir que le meilleur des spermatozoïdes qu'on va transférer ici. Parce que si les problèmes du couple, le problème de fertilité du couple étaient les problèmes masculins, c'est parce que c'est l'homme qui pose problème à cause de son sperme. Eh bien, on doit choisir le meilleur des spermatozoïdes par des techniques qu'on va vous expliquer de l'autre côté, pour qu'on amène ça ici. Comme il a dit, et les ovocytes et les spermatozoïdes seront dans ces milieux de culture, et il va procéder à l'injection de spermatozoïdes dans les ovocytes. C'est ce qu'on appelle l'ICSI, la technique moderne. Mais ça, c'est la dernière des techniques. Il devait vous dire aussi que nous faisons ce qu'on appelle la fécondation in vitro classique, c'est-à-dire sans passer par l'injection. Ceci s'arrêterait à mettre ensemble les spermatozoïdes et les ovocytes dans, vous allez appeler ça dans votre petite assiette, donc le boîte de pétri, et on prend donc les gamètes qui sont mis ensemble, c'est-à-dire les spermatozoïdes et l'ovocyte, on le met dans l'incubateur, sans injection. Et là, on attend peut-être 48 heures pour venir voir si la fécondation a eu lieu. Donc il y a deux techniques ici. La première technique, c'est la FIV classique, donc la fécondation in vitro classique, et l'ICSI, c'est l'injection intracytoplasmique des spermes dans l'ovocyte. En tout cas, il faut, en attendant que nous ayons une loi bioéthique, on ne peut pas, maintenant en France ils sont allés loin, mais à l'époque, une femme célibataire, une homosexuelle, une lesbienne qui veut demander des enfants, à l'époque, ça ne se faisait pas. Nous aussi, nous n'avons pas encore une loi de bioéthique. Mais ce n'est pas acceptable dans notre centre, aujourd'hui, même si la loi n'est pas là, qu'une femme seule vienne ici demander qu'on puisse passer au traitement dans l'assistance médicale à la procréation. Maintenant, si c'est les couples qui viennent, parce que ça aussi c'est une autre question, les couples qui viennent, après que le médecin ait fait les analyses, on se rend compte que le mari pose des sérieux problèmes. Par exemple, une azospermie, il n'y a pas, surtout sécrétoire, il n'y a pas de spermatozoïdes du tout. Si les couples décident de pouvoir avoir quand même un enfant avec les spermatozoïdes du donneur, à ce moment-là nous procédons, mais avec l'accord du couple. Et c'est juste à quel âge pour la femme? Vous savez, le problème de la reproduction, c'est un problème de l'âge de la femme, effectivement. Les femmes sont fertiles en fonction de leur tranche d'âge. Entre 25 et 30 ans, on a à peu près 25% de chances, je voudrais même dire de manière naturelle, de tomber enceinte, 25% de chances. Au fur et à mesure qu'on monte en âge, à partir de 35 ans, eh bien, cette possibilité, cette chance de pouvoir avoir une grossesse se divise par deux. On est presque à 12%. Au-delà de 48 ans, on tombe à 2 ou 3%. Donc c'est... Mais les techniques de l'assistance médicale à la procréation peuvent aller au-delà de 50 ans. Et s'il y a encore une petite réserve ovarienne, on peut essayer de stimuler pour avoir peut-être quelques petits follicules qui sont restés pour arriver. Mais normalement, à partir des 42 ans, ça devient difficile. Les chances diminuent. Mais c'est ouvert à... Chacun peut tenter sa chance à n'importe quel moment. Derrière la porte là-bas, il y a une chambre de masturbation. Bien déposer l'échantillon que vous prenez. Alors dès que vous arrivez ici avec l'échantillon, nous allons tenter d'analyser au microscope pour voir comment les spermatozoïdes se mouvent, comment ils sont mobiles, rapides, tout ça avec les différentes particularités, morphologie et vitalité. Dès qu'on trouve qu'on a quand même un bon nombre de spermatozoïdes qui sont vivants,
Nous allons maintenant passer ici pour le lavage des spermes. Nous allons laver, c'est pour permettre que les spermatozoïdes qui sont immatures, qui sont parfois, qui ne sont pas vivants, doivent être déclassés pour que nous puissions rester seulement avec les spermatozoïdes qui sont mobiles, qui sont vivants, qui sont fléchants, que nous pouvons quand même amener dans la salle d'embryologie pour notre don. Naturellement, il avait très peu de spermatozoïdes, d'accord, mais il n'arrivait pas à concevoir. Avec les techniques, on peut trier le meilleur des spermatozoïdes et il peut devenir père. Est-ce que nous prenons tous les embryons, nous les mettons dans l'utérus de la femme? Non. Le maximum qu'on peut mettre dans, c'est ce qu'on appelle les transferts embryonnaires. Le maximum qu'on peut mettre dans l'utérus de la femme, c'est 3 embryons. Mais si on en a une dizaine, on a pris 3, les autres embryons, on peut les conserver. Et on les met ici dans ces bouteilles que vous avez devant vous. Ça contient de l'azote liquide. Ces jours ici, on va tous mourir tout de suite. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui habite ici. Et ils sont préservés, cryopréservés à moins 198 degrés. Ils peuvent rester les plus longtemps, 100 ans. Et les jours où vous venez les décongeler, ils peuvent toujours servir. Pour la petite histoire, c'est qu'une femme peut venir pour un premier essai et elle a sa grossesse ou ses grossesses, parce que ça peut, avec ces techniques, on peut arriver à avoir des grossesses multiples, gemellaires, triplées, on peut les avoir. Mais je voudrais simplement dire que si cette femme a ses enfants cette année et que 2 ans plus tard, elle revient pour de nouveau concevoir, elle n'a pas besoin de passer par toute la technique. On va décongeler ces embryons, on va les remettre. Mais sachez que ces embryons ont le même âge que leurs frères qui sont nés il y a 2 ans. Oh. Mais c'est ça, c'est le début de la production revient au même âge. Comment? Parce que le début de la production... Oui, mais en fait, ils ont été produits, ils ont été conçus le même jour. Même si on peut le décaler de 5 ans, il n'y a pas de problème. Un autre avantage, c'est que si les couples, dès le départ, avaient... Parce qu'on pose toutes ces questions, alors nous conservons les embryons pour combien de temps? On nous dit autant de temps que vous voulez, parce qu'on peut les conserver. En France, la loi dit 10 ans. Chez nous, la loi bioéthique n'existait pas encore, mais on peut les conserver éternellement si vous voulez. Mais sinon, vous pouvez aussi dire, les embryons, au bout de 5 ans, donnez ça à la science. Ou bien un couple, parce qu'il y a des couples qui n'ont la possibilité d'avoir ni les ovules, les ovocytes, ni les spermatozoïdes. Donc, on peut faire ce qu'on appelle donner, le don d'embryon et l'accueil d'embryon. Donc, on peut le faire plus en plus tard. Mais je parlais ici d'un couple dont un des partenaires est mort. S'ils avaient dit à l'époque, parce qu'ils doivent l'avoir dit, que si jamais, par exemple, mon mari mourait, je peux recourir aux embryons, cette femme va avoir des enfants avec son mari qui est mort. Si ce n'est pas des embryons, elle peut avoir des enfants avec les spermes du mari qu'on a préservé. Parce qu'ici, on ne préserve pas que les embryons, on peut préserver les spermatozoïdes et les ovocytes. Des incidents qui peuvent arriver avec ces techniques-là, parce que lorsqu'on transfère les embryons, on les transfère dans la cavité de l'utérus. Et on les dépose, on pousse. Mais il arrive que les embryons ne restent pas dans la cavité de l'utérus et qui passent dans la trompe. Et on a vu que depuis que ces techniques sont là, eh bien, les grossesses extra-utérines, eh bien, ces incidents sont montés à 7 à 10%. C'est minimisable. Oui, minimisable. Est-ce que le couple a le droit de donner la vie sur le sexe et maintenant, si vous voulez choisir le sexe, c'est possible. Nous ne sommes pas encore capables de le faire. Donc, il y a des laboratoires où on peut faire la différence entre les spermatozoïdes X et les spermatozoïdes Y. Donc, sur un champ magnétique par migration, on peut bien les séparer. Et puis dire, cette fois-ci, vous n'avez besoin, comme vous le savez, parfois on reproche à tort aux femmes de le faire que les filles. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas leur faute. Parce que les X et les Y, c'est toi qui dois les déterminer.
quand je fais des conférences sur l'infertilité, c'est que si une femme veut avoir des problèmes d'infertilité, il faudra que cette infertilité soit liée aux trompes ou à son mari, mais pas à sa matrice. Parce qu'il y a des femmes chez qui on a enlevé la matrice, elles ne pourront plus avoir des enfants. Ou la femme qui a été se faire gratter, qui a abîmé sa matrice, la matrice est soude à l'époque, mais elle n'aura pas d'enfant. À ces moments-là, elle a ses ovaires, donc on peut bien prendre les ovocytes, son mari a les spermatozoïdes, on procède à la même technique, on fait la fécondation. Alors, à ces moments-là, avec leur accord, on demande à une autre femme d'accepter de porter la grossesse. Alors, on s'est imaginé avec l'équipe comment faire pour que ces couples qui souffrent déjà énormément le fait de ne pas avoir des enfants et qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent pouvoir bénéficier de l'ensemble des techniques. Parce que, comme je vous l'ai dit, ici, en assistance médicale à la procréation, il n'y a pas que la fécondation, il n'y a pas que l'ICSI, il y a aussi l'insémination. C'est ainsi que chez nous, chacun avec son problème, avec son argent, avec son âge, peut venir ici. Nous pouvons, ça va, je vous dis à vous, hein, je ne vais pas écrire dans un livre, ça va de 1000 à 6000 pour faire la fécondation classique et l'ICSI. Quand on dit 6000, c'est-à-dire que la femme doit acheter les médicaments. Parce que le gros de cette affaire, c'est les médicaments. Et les médicaments sont en fonction de l'âge de la femme. Donc, on ne peut pas déterminer l'avance. Si vous avez 25 ans, vous êtes entre 25 et 30 ans, par exemple, nous pouvons être sûrs que vous ne prendrez pas beaucoup d'ampoules. Parce que les traitements, ça aussi c'est notre problème, il faut se piquer chaque jour, au soir, sur le ventre. Et c'est vous. Ça aussi, c'est un problème. Les succès de ces techniques sont aussi fonction du comportement de la personne qui vient là-dedans. D'accord? Donc, c'est tout le prix. Nous sommes les moins chers de centres ici, au monde, je veux dire. C'est vrai. Parce que j'ai lu partout, quand vous êtes à 6 000, c'est vraiment très très bas. Parce que ça commence entre 12, 15, peut-être le minimum, c'est 9 000 $. Mais comme vous avez dit, si on va faire une insémination, c'est 1500. Si on va faire une fécondation simple, c'est 6 000, y compris les médicaments. Si on doit aller à l'ICSI, c'est 6 000, mais il faut acheter les médicaments. En médecine en général, lorsqu'on en a conscience, parce qu'il faut signer un consentement. Donc, nous expliquons que ce n'est pas du 100% au départ, et le taux d'échec est expliqué. D'ici là, on va sortir un livret pour vous expliquer les étapes que je suis en train de dire ici et tout ce qui peut arriver comme échec. Si vous avez lu tout ça et que vous êtes d'accord, vous signez un consentement. Ce qui est vrai que s'il faut reprendre une technique au niveau, parce que la nidation n'a pas eu lieu, donc on n'a pas eu de grossesse, mais qu'on a des embryons, on ne passera plus par toutes ces techniques. Vous allez peut-être acheter les médicaments, les techniques, ça va coûter peut-être la moitié de ce que vous avez payé avant. Mais il y a eu des centres où on peut aller 2, 3, 4 fois, ça qu'on arrive à rien. Parce que, comme je l'ai dit, les derniers mois reviennent. Logiquement, il faut laisser la femme tranquille pendant sa semaine et tout ça. Mais il faut éviter les charges, il faut éviter les stress et tout ça. Si elle rentre le soir, que son mari tape dans son ventre le soir, parce que non, c'est à ce moment d'ailleurs, le jour du transfert, le mari est là. Même si elle veut venir assister à la ponction, elle est là. Parce que c'est quand même très délicat. Il faut qu'on dise pas. Et surtout, bon, évidemment, si c'est un problème de transfert, de donneur, donc les gamètes qui viennent de donneurs ou de donneuses, là, ils ne sont pas obligés de savoir qui l'a donné. Vous comprenez ça? La clinique, c'est une polyclinique. Donc, parfois, les gens croient qu'il n'y a que la gynéco qui se fait ici.
à cause de moi, comme si je n'étais là. Non, les cliniques des anges sont des cliniques en part entière avec tous les services. D'accord? Ici, maintenant, par exemple, nous allons aller en pédiatrie. Mais si vous allez remarquer également que tout ici n'est pas numéroté, c'est des désignations des personnes qui sont chères. Par exemple, le couloir ici, c'est un couloir d'hospitalisation qu'on appelle EC. C'est le nom de ma mère. C'est l'hospitalisation Essala. Ok? Essala, c'est le nom de la mère de mon épouse. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ça, de masturbation. Alors, la masturbation, c'est fait ici. Ici. Nous étions à l'intérieur, vous avez vu? Et là-bas, le laboratoire, le biologiste prend les flacons pour les analyses de l'eau. Alors, ces petits box, ce que je ne vous ai peut-être pas expliqué, ici, l'incubateur, c'est en fait une matrice artificielle. Il y a donc du gaz. L'oxygène, c'est pas facile, c'est pas difficile, mais ici, on met du CO2 pour que le mélange soit compatible avec la vie d'une cellule vivante. Et donc, ici, comme c'est quand même du CO2, on a protégé. Et donc, il y a des tuyauteries qui passent pour aller alimenter les animaux. C'est le bureau d'administration. Ils sont là. Ça, c'est le service d'échographie. Ça, c'est tenu par Flavien Baye. C'est le technicien échographie. Il ne peut pas vivre sans argent. On peut vous dire bonjour. D'accord. Donc, les malades qui viennent nous voir, qui sont en hospitalisation, ceux qui viennent en ambulatoire vont directement à la caisse. Alors, mais ce qui est vrai, toute la gestion est informatisée. À partir de la réception, vous avez vu, et les médecins qui sont dans leur cabinet, ils ont déjà toutes les informations de la personne qui est enregistrée. Et donc, tous les cabinets sont comme ça. Et là, bonjour, vous allez bien? Okay. Alors, ça c'est notre salle. En fait, habituellement le matin, on s'est réunis ici. Ça c'est la salle des réunions scientifiques. Vous pouvez bien voir, c'est un matériel moderne. Alors, à l'époque, on faisait lire, donc on vous notez les lettres, hein, et puis on te demande est-ce que c'est I ou c'est A, c'est renversé ou pas. Maintenant, on peut projeter à partir de là, d'accord? On peut vous changer de lunettes à partir d'ici aussi pour regarder quel moment on peut. Donc c'est un des services quand même modernes, En fait, c'est d'abord là derrière, c'est les postes de surveillance infirmière. Et là, c'est les parloirs pour les malades. Nous-mêmes aussi, de temps en temps, on vient. En fait, l'hôpital n'a pas de chambre commune. En dehors de la pédiatrie, vous avez vu les enfants, mais les restes des chambres sont des chambres privées et personnalisées. Ça ne porte pas. Et quand on voit Honorable Ida Kidima, c'est la première personne qu'on a hospitalisée ici. Vous avez la chance de venir à l'hôpital le premier jour, la première fois, ben vous laissez votre nom. Comme vous avez vu, chaque niveau c'est un style différent. C'est parce que la clinique était conçue comme étant une clinique touristique. C'est-à-dire si les gens viennent d'ailleurs, au lieu d'aller dans les hôtels, donc c'était en fait un hôtel. Dans notre première vision, l'hôpital s'arrêtait au 12e niveau, premier étage. Mais la demande s'est faite tellement forte que maintenant, et puis nous avons pensé que si c'est un hôtel, ben, les malades aussi méritent
dans un hôtel. Et comme vous savez, dans la vie est stratifiée. Nous avons ici de conventions où les PDG viennent, où les derniers des travailleurs viennent. On ne peut pas les mettre ensemble. La vie, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle havre de paix. Vous êtes ici, vous ne sentez pas que vous êtes dans un hôpital, c'est calme. Et vous allez voir que ce n'est pas des chambres, c'est des appartements que nous avons proposés à nos malades. Mais on a dit qu'il n'y avait pas de chambres. Vous avez vu que c'est différent avec les chambres que vous avez vues. Donc ici, c'est un appartement médicalisé. Donc vous êtes comme vous êtes chez vous, à la maison. Si vous avez la visite, vous n'êtes pas dérangé, vous êtes dans votre chambre. Vous pouvez regarder. Et les gens sont confortablement installés avec leurs toilettes à l'intérieur. Mais ici, vous pouvez venir manger en famille. Vous avez tout ce qu'il faut, comme si vous étiez chez vous à la maison. On peut voir tout. Laboratoire spécialisé, ici on fait la biochimie, de l'autre côté on fait les hormones et puis de l'autre côté c'est pour coagulation et là-bas c'est le dosage de un hôpital qui est construit en évolution. Donc, ça veut dire, quand j'ai l'argent, okay, je fais un niveau, je me débrouille, je cherche, j'ai de l'argent. Ça fait 17 ans que je suis en train de construire. On a commencé. Les derniers niveaux de police. Mais je voudrais quand même, sans que vous puissiez filmer, vous voyez comment nous nous battons pour pouvoir remplir ceci. Et ce sera après pour les visiter celui qui appelait ça Kinakati. Kinakati. Merci, Alain. Je vous ai déjà tout. Voilà. Comme je vous ai dit là tout à l'heure, il ne faut pas qu'on nous dise qu'on ne peut pas hospitaliser le président de la République, par exemple. Donc, s'il y a un hôte de grand niveau qui vient, qui tombe ici au Palais du Peuple, on peut aussi l'hospitaliser. C'est ce qu'on appelle la suite présidentielle immédiate.